Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La présence des réfugiés syriens dans un pays économiquement et politiquement fragile tel que le Liban est une bombe à retardement. Une déclaration signée Tamam Salam lors de son discours à la conférence annuelle sur la sécurité à Munich en Allemagne. Un double attentat suicide fait au moins 27 morts à Bagdad. Ces attaques meurtrières interviennent alors que le couvre-feu nocturne en vigueur depuis des années dans la capitale irakienne doit être levé à minuit. L'incertitude toujours sur le sort de l'otage américaine détenue par le groupe État islamique. Washington dit ne pas disposer de preuves de la mort de Kayla Mueller dans un raid de la coalition internationale, comme l'affirme le groupe djihadiste. Et à suivre également dans ce journal l'initiative franco-allemande, l'une des dernières chances d'éviter la guerre en Ukraine. Si François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine se sont quittés sans promesse de cesser le feu, les trois dirigeants ont convenu de mettre en œuvre un plan de paix. Une bombe à retardement, c'est ainsi que Tamam Salam a qualifié la présence des réfugiés syriens dans un pays économiquement et politiquement fragile, tel que le Liban. Des propos tenus lors de son discours à la conférence annuelle sur la sécurité à Munich, en Allemagne. Selon le Premier ministre libanais, le grand nombre de réfugiés syriens a entraîné une augmentation de la criminalité en raison du chômage et de la pauvreté. Il estime que cela est une menace pour la sécurité et la stabilité du pays du Cèdre, appelant à une action immédiate pour faire face à la détérioration de la situation. D'après les chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de Syriens au Liban s'élève à 1 168 000, un nombre qui serait en réalité plus proche de 1,5 million de réfugiés. Le marché aux poissons de la Quarantaine, à la sortie nord de Beyrouth, va fermer ses portes durant une semaine. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'établissement public qui gère le marché. Objectif, améliorer les règles de sécurité alimentaire. Jeudi, le gouverneur de Beyrouth avait décidé la fermeture du marché à l'issue d'une tournée d'inspection. Une décision qui avait provoqué la colère des poissonniers. Le ministre de la Santé, Wael Boufaour, a par ailleurs demandé la fermeture de l'usine de broyage et de compostage à proximité du marché aux poissons. Une patrouille militaire a été la cible de tirs à Fnaidek dans la région de Raqqa vendredi soir. Selon un communiqué de l'institution militaire, des éléments d'un groupe armé ont tiré sur une patrouille de l'armée. 3 soldats ont été blessés. La patrouille a riposté, un des assaillants a été tué, 2 autres blessés. Une enquête a été ouverte. En Irak, la capitale Bagdad secouée par 2 attentats suicides. Le dernier bilan fait état d'une trentaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Le premier attentat a eu lieu dans un restaurant du quartier chiite. Le second a visé le secteur du marché de Sharqa. Les explosions se sont produites dans la matinée alors que le couvre-feu nocturne en vigueur depuis des années dans la capitale irakienne doit être levé ce samedi à minuit. Une mesure destinée à rétablir un semblant de normalité à Bagdad, malgré la multiplication des attentats meurtriers. Et puis on reste en Irak où les restes des corps de 23 yazidis ont été découverts dans un charnier situé dans le nord du pays. Ils ont vraisemblablement été tués par des djihadistes du groupe État islamique. La fosse commune a été mise au jour près du village de Bardian, dans le Kurdistan irakien, sur la base d'une information donnée par un habitant du secteur. L'américaine Kayla Mueller a-t-elle été tuée lors d'un raid de la coalition en Syrie? C'est ce qu'affirme l'organisation État islamique qui retenait cet employé d'une ONG en otage. Mais Washington n'y croit pas, sans preuve de la mort de la jeune femme. Le département d'État se dit néanmoins préoccupé et a mis en œuvre des moyens des services secrets et de la diplomatie pour retrouver ses ressortissants détenus à l'étranger. La famille de Kayla, elle, n'a reçu aucune information concernant sa mort éventuelle. Elle a cependant confirmé que la jeune femme avait été enlevée par le groupe ultra-radical à Alep, en Syrie, en août 2013. Dans sa ville natale de Prescott, dans l'Arizona, c'est la consternation. Les médias n'avaient pas révélé la capture de Kayla à la demande de sa famille, qui garde espoir qu'elle soit encore en vie. La jeune femme serait le dernier otage américain connu de Daesh. Direction l'Égypte et la péninsule du Sinaï où des frappes aériennes de l'armée ont coûté la vie à 27 militants d'un groupe islamiste. Des hélicoptères Apache ont tiré des missiles sur les positions des combattants d'Ansar Beth el-Maqdis, un groupe qui a prêté allégeance à Daesh. Ce groupe a revendiqué le mois dernier les attaques simultanées qui ont fait plus de 30 morts dans les rangs des forces de sécurité dans le Sinaï égyptien. Les milices chiites assoient un peu plus leur pouvoir au Yémen. Entrées dans la capitale en septembre, elles ont renversé le mois dernier le gouvernement et poussé le président à la démission le 22 janvier dernier.
Ses représentants ont maintenant annoncé la dissolution du Parlement et la création de nouvelles instances dirigeantes. La prise du pouvoir par ces milices chiites, les Houthis, a provoqué plusieurs manifestations de jeunes. Le Yémen est un pays majoritairement sunnite et beaucoup ont vu dans cette prise de pouvoir l'influence cachée de l'Iran. Les pays du Golfe voisins du Yémen s'en inquiètent en tout cas et veulent débattre de cette nouvelle donne yéménite devant les Nations Unies. Dans un instant, une toile de Paul Gauguin vendue pour une somme record. On verra combien en fin de journal. Retour sur le plateau d'info du 1640. Le conflit en Ukraine est la question centrale de la conférence annuelle sur la sécurité de Munich. Une réunion où politiques et experts débattent des crises actuelles et des moyens d'y mettre fin. Au sujet donc, l'Ukraine, la question brûlante et l'éventuelle livraison d'armes aux forces loyalistes. Les États-Unis ont laissé entendre qu'ils envisageraient cette possibilité alors que la majorité des pays européens y sont opposés. L'argument des Européens opposés à la livraison d'armes est que cela risquerait de mettre de l'huile sur le feu. Le commandant en chef de l'OTAN, le général américain Philip Breedlove, estime au contraire que l'option militaire ne doit pas être écartée. À Munich, autour d'Angela Merkel, le président Poroshenko, l'américain John Kerry ou encore la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. La chancelière va présenter les résultats des discussions de vendredi à Moscou avec Vladimir Poutine et François Hollande. Il aura fallu 5 heures de négociations pour que le chef du Kremlin accepte l'élaboration d'un plan de paix en Ukraine. Aucun détail n'a cependant filtré sur le contenu de ce projet. Une dernière chance, selon le président français, d'éviter la guerre. On l'écoute. La chancelière et moi-même, nous considérons qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe. Et qu'il peut y avoir, et il y a déjà, de nombreuses victimes et des victimes civiles. Donc nous avons préparé un texte, d'abord avec les Ukrainiens, puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine, et nous devons rapprocher encore les points de vue. Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche au téléphone avec le président Poutine, avec le président ukrainien, M. Poroshenko, et la chancelière et moi-même, pour que nous soyons le plus près du but. Je pense que c'est une des dernières chances. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative. Parce que si nous ne parvenons pas à trouver, non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien, nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. Boko Haram a lancé pour la première fois des attaques meurtrières au Niger, contre 2 villes à la frontière avec le Nigeria. Plus d'une centaine d'islamistes, 4 militaires et un civil ont été tués. Selon des responsables du renseignement américain, le groupe islamiste dispose de fonds et d'armes en grande quantité, accumulés au fil de ses avancées. Les finances de Boko Haram sont florissantes grâce au vol de banques et aux rançons provenant d'enlèvements. Mais la capacité des islamistes pourrait bientôt atteindre leurs limites face aux forces armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises. Réaction. À savoir élaborer le concept d'opération, élaborer le concept du soutien logistique et enfin élaborer les lettres d'engagement. Il s'agit d'une manière générale de formalités qui vont permettre l'opérationnalisation effective de la force sur le terrain. Et ceci va permettre à l'Union africaine de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourrait donc conférer à la nouvelle force la légalité et la légitimité internationale ainsi que des ressources financières indispensables à son fonctionnement. Découverte macabre au Mexique, une 60aine de corps abandonnés dans un crématorium déserté depuis des mois par ses gérants dans la ville d'Acapulco. L'annonce de cette découverte a fait craindre un moment qu'elle constitue un nouvel épisode des violences liées au narcotrafic ou même de l'affaire des 43 étudiants disparus, affaire qui a choqué le Mexique et qui a eu lieu dans la même région. C'est l'odeur pestilentielle qui a alerté les voisins. À l'intérieur du crématorium, certains corps étaient recouverts de chaux, d'autres simplement empilés sur des linceuls. Une enquête a été ouverte pour délit d'atteinte aux normes d'inhumation et d'exhumation et d'atteinte aux morts. Elisabeth II a fêté hier son 63e anniversaire de règne.
un nombre d'années sur le trône du Royaume-Uni qui a son importance car en septembre, elle battra le record détenu jusqu'alors par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. L'anniversaire a comme de coutume été célébré par 41 coups de canon tirés depuis Green Park en face du palais de Buckingham, suivi des 62 salves du régiment de la City of London à la Tour de Londres. Élisabeth II a accédé au trône le jour de la mort de son père, George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle se trouvait en voyage au Kenya. Elle avait alors 25 ans. Parmi les monarchies actuelles, le règne d'Élisabeth II est le second le plus long, après celui du roi de Thaïlande, souverain depuis 68 ans. 300 millions de dollars, c'est la somme record déboursée pour une peinture de Paul Gauguin lors d'une vente aux enchères en Suisse. La toile « Quand te maries-tu » a été peinte en 1892 lors d'un des nombreux séjours de Gauguin à Tahiti. Si le vendeur n'a pas souhaité dévoiler l'identité de l'acquéreur, il pourrait s'agir d'un acheteur du Qatar, selon le New York Times. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La présence des réfugiés syriens dans un pays économiquement et politiquement fragile tel que le Liban est une bombe à retardement. Une déclaration signée Tamam Salam lors de son discours à la conférence annuelle sur la sécurité à Munich en Allemagne. Un double attentat suicide fait au moins 27 morts à Bagdad. Ces attaques meurtrières interviennent alors que le couvre-feu nocturne en vigueur depuis des années dans la capitale irakienne doit être levé ce soir à minuit. L'incertitude toujours sur le sort de l'otage américaine détenue par le groupe État islamique. Washington dit ne pas disposer de preuves de la mort de Kayla Mueller dans un raid de la coalition internationale, comme l'affirme le groupe djihadiste. Et puis l'initiative franco-allemande, l'une des dernières chances d'éviter la guerre en Ukraine. Si François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine se sont quittés sans promesse de cesser le feu, les trois dirigeants ont convenu de mettre en œuvre un plan de paix. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberet à la barre du prochain JT. Très bonne soirée.